Bienvenue tout le monde, bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième webinaire randonnée organisé par la FF Randonnée et la Fédération française des clubs alpins et de montagne. Donc je suis Louis Nair, chargé de développement à la FF Randonnée. Si vous avez participé au premier webinaire, vous le savez. Pour les autres qui nous rejoignent pour la première fois, ces webinaires débuter et se perfectionner en randonnée sont organisés donc tous les mardis et tous les jeudis du mois de juin à partir de 19 h. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à être nombreux, à partager l'événement. Voilà, on sera là tous les mardis et jeudis soirs à 19 h pour vous accompagner, pour vous parler de randonnée, pour vous faire rêver, vous faire voyager. On se retrouve donc sur cet événement Facebook voilà, pour tous les sujets liés à la randonnée, le choix des équipements, les conseils techniques, comment s'orienter en randonnée, le bivouac, l'itinérance. Tous les sujets autour de la randonnée seront abordés lors de ces 10 webinaires. Aujourd'hui, on est sur le second webinaire de cette série qui s'appelle « Des chaussures à son pied ». Donc évidemment, on va parler de chaussures et on est accompagné donc de Dorian Gerlier qui est donc spécialiste randonnée chez notre partenaire Le Pape. Donc il vous parlera de tiges basses, de tiges mid, de tissus, de semelles avec un bon crantage ou amortissantes. Voilà, alors là, si vous ne me suivez plus, vous inquiétez pas, que vous soyez débutant, que vous soyez expérimenté, il vous donnera toutes les clés pour bien choisir sa chaussure adaptée à son pied, au terrain et à sa pratique de la randonnée, quels que soient les types de randonnée aussi. Donc on abordera tous ces sujets parce qu'évidemment, une bonne chaussure de rando, ça vous change votre pratique, ça vous change votre voyage, c'est très important, c'est un des premiers éléments qu'on va vérifier avant de partir en randonnée, évidemment. Donc si vous voulez éviter les galères en rando, les ampoules, les entorses, bah, vous êtes au bon endroit. Restez, on va rester ensemble une demi-heure, 45 minutes à voir selon les questions. Donc voilà, suivez-nous et continuez à suivre ces webinaires. Avant de lui donner la parole, donc je tiens à rappeler qu'à chaque épisode, on fait un tirage au sort parmi les participants au webinaire. Et ça vous permettra de gagner un superbe lot offert par Ternua, donc le partenaire de la Fédération française des clubs alpins et de montagne et partenaire de ces webinaires. Donc mardi, on a eu le premier webinaire et c'est Anne-Sophie Gauguin qui a gagné un t-shirt technique à manches courtes Ternua. Donc voilà, félicitations à elle. On prendra contact avec elle pour récupérer ses coordonnées. Et pour cet épisode sur la chaussure, nous faisons gagner un élément primordial en rando et pour se sentir bien dans sa chaussure, la chaussette avec une paire technique outdoor et montagne, toujours chez notre partenaire Ternua. Donc voilà, sans transition, je laisse la parole à Dorian. Et n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire, dans le chat. Voilà, on sera là pour y répondre après la présentation de Dorian. Dorian, c'est à toi. Bonsoir à tous, bienvenue à Le Pape. Avec moi, du coup, on va voir tout ce qu'il faut voir sur une paire de chaussures de rando, de la hauteur de la tige, la semelle et les différents matériaux qui vont constituer votre chaussure, avec l'imperméabilité, les différents matériaux qui constituent l'imperméabilité. Alors, premier slide. On va voir sur les différents types de rando, donc à la journée, plusieurs jours, avec sans portage. Ça va constituer quelque chose d'important dans le choix de votre chaussure de rando. Plus vous allez arriver sur des randonnées engagées, plus vous allez avoir besoin d'une chaussure qui va maintenir votre pied, apporter du confort, vous sécuriser. Tout d'abord, sur une chaussure de rando à la journée, on va partir sur un modèle de chaussure basse, tout simplement, qui va apporter confort, souplesse, maintien au niveau du talon. Des modèles qui peuvent être imperméables ou non grâce au Gore-Tex ou au cuir, on y reviendra un petit peu plus tard. Des modèles qui peuvent venir protéger le pied avec ce qu'on appelle le pare-pierre qui va être à l'avant, disperser les chocs avec le gel ou la mousse à l'arrière, tout simplement. On va utiliser ce genre de chaussures, cette catégorie de chaussures basses, dans le cas où on fait des randos faciles sur des terrains plats, bien balisés, sans technicité et avec peu, voire pas de portage. Dès lors qu'on aura du portage ou que le terrain devient plus complexe, on va monter sur la tige pour venir maintenir plus la cheville pour éviter les blessures. La semelle va aussi rentrer en compte avec une stabilité plus importante. Les protections aussi plus prononcées sur tout l'avant de la chaussure, tout simplement. Et dans les derniers cas de figure, sur les randonnées quand même beaucoup plus engagées, on va avoir plus de rigidité latérale
pour avoir un meilleur maintien de pied. Pareil en dorsale et encore avec une hauteur de tige beaucoup plus importante. Dans les cas de randonnée beaucoup plus engagée, où on va atteindre des altitudes où le terrain va être plus dénudé, où on va être sur des cailloux, de la pierre, de la caillasse, du pierrier, du lit de rivière très accidenté, on va avoir des chaussures qui vont être très rigides pour venir maintenir le pied correctement, des hauteurs de tige encore un petit peu plus importantes et surtout plus renforcées sur les côtés, avec des parties qui viennent être ajoutées pour apporter plus de rigidité. Des protections plus importantes aussi, avec des pare-pierres qui viennent enrober toute la chaussure, et aussi une imperméabilité, une protection aux éléments qui va être plus importante. Voilà. On va aborder les tissus extérieurs maintenant. Vous allez avoir plusieurs types de tissus. On peut être sur du cuir, du synthétique, et pour l'imperméabilité, on pourra aussi avoir le cuir ou le Gore-Tex, qui sera assimilé au synthétique. Tout simplement, un cuir, vous allez être sur une chaussure qui va être plus robuste, plus rigide, qui va aussi avoir la possibilité de s'assouplir de manière plus importante. On gagne en moyenne 30% d'assouplissement à terme sur une chaussure tout cuir. Le synthétique, lui, par contre, va être un petit peu plus rigide, mais qui va être plus légère aussi. Le synthétique va être plus léger, on va avoir la possibilité aussi d'avoir plus d'échappement au niveau de la transpiration. Quant à lui, le cuir, on va être sur un matériau qui va être, comme je l'ai dit, plus rigide, qui pourra être imperméable aussi en fonction de son traitement et de sa construction à l'intérieur de la chaussure. Mais on va avoir aussi ce qu'on appelle une très bonne thermorégulation. La thermorégulation va faire qu'on va peu transpirer. Il n'y aura pas forcément un grand déjappement de l'humidité, de la vapeur d'eau qui est constituée par la transpiration au niveau du pied, mais par contre, le pied ne va pas surchauffer. C'est deux manières d'appréhender un problème en fait, au niveau de la surchauffe du pied dans une chaussure. Le Gore-Tex, maintenant à l'intérieur, le Gore-Tex c'est une membrane, c'est des grands pans de tissu, on va voir ça comme ça, qui sont micro-perforés. Les perforations sont plus petites que les gouttes d'eau, donc une goutte d'eau va avoir beaucoup de mal à rentrer dans le Gore-Tex. Par contre, à l'inverse, la vapeur d'eau qui étant plus fine va pouvoir s'échapper. Le Gore-Tex a la propriété d'être plus facile à entretenir et plus léger que l'utilisation du cuir dans l'imperméabilité. On va avoir la possibilité d'avoir une chaussure tout cuir qui sera imperméable. Par contre, elle demandera plus d'entretien. Il faudra la cirer de temps en temps avec des produits wax, par exemple. On fera pénétrer avec une brosse ou tout simplement des produits de ce type-là qui se vaporisent sur la chaussure. Donc, plus d'entretien. Par contre, c'est une chaussure qui vieillira mieux avec le temps et qui prendra plus la forme du pied. Donc, il n'y a pas de bon choix entre le synthétique, le Gore-Tex, le cuir. Ça va dépendre de votre utilisation et surtout de votre confort et de la manière dont vous préférez entretenir votre chaussure. Il n'y a pas de vraie bonne ou mauvaise solution à ce niveau-là. On va parler des amortis. Là, on va se recentrer au niveau de la semelle surtout. Vous allez avoir la première au niveau de la semelle, ça sera vraiment le crantage complètement qui va différencier en fonction des chaussures. Typiquement, une chaussure facile pour les terrains faciles, on va avoir peu de crantage. On va être sur quelque chose d'assez plat qui va apporter une bonne adhérence. Sur les terrains beaucoup plus complexes, sur les pierriers, sur les terrains difficiles, on va avoir des semelles plus crantées qui seront plus dures, qui auront encore une meilleure adhérence. Sur l'étage supérieur, on va avoir toute la partie qui va constituer l'amorti. Ça peut être des bidensités de mousse, le VA par exemple. On peut avoir du gel aussi à l'intérieur de l'élastomère. Tout ça, ça va venir constituer la chaussure. Une chaussure, plus elle va être amortie, plus elle va être souple, donc moins on aura de stabilité et de maintien, du coup moins bonne elle sera en altitude. Typiquement, une chaussure
vraiment destinée à l'altitude va être rigide, va avoir moins d'amorti, donc elle fera entre guillemets plus mal au talon en fin de journée, mais on aura quelque chose qui va vraiment venir sécuriser le pied. Si on veut venir apporter du confort dans ce type de chaussures, de grande randonnée, d'altitude, voire même d'alpinisme, qui sont cramponnables par exemple, on peut le voir à la caméra là, on peut venir rajouter une semelle par exemple, mais ça on le verra un petit peu plus tard, je rentrerai plus dans le détail sur le slide suivant. Alors, hop. Du coup, au niveau de la longévité de votre chaussure, ça va être au traitement, comme je vous le disais tout à l'heure. Les crèmes de ce type-là vont venir assouplir les cuirs, protéger les tissus, les mailles, les fibres, les cuirs souples, les cuirs durcis, les parpières, tout ce qui va constituer votre chaussure va venir, vous devrez l'entretenir, tout simplement. Alors, ça peut passer par différents types de produits. Ça peut être des cires, des wax que vous allez venir appliquer avec une brosse ou un chiffon sec. Ça peut être des sprays en fonction du matériau. Sur le cuir, on va mettre surtout des graisses. Attention, si on a du Gore-Tex, on fait très attention à l'utilisation du produit. On va bien vérifier que le produit soit fait à base d'eau fluorée, par exemple, qui ne viendra pas trop agresser la membrane Gore-Tex. Par contre, à l'inverse, sur les chaussures tout cuir, on pourra mettre à peu près n'importe quel type de graisse. Ça va avoir le double usage de nourrir et d'entretenir le cuir, et ensuite aussi de refaire l'imperméabilité. C'est ce dont je parlais tout à l'heure sur l'entretien de la chaussure, sur le cuir versus le Gore-Tex, tout simplement. Au niveau de la longévité de la chaussure, il y a plusieurs choses qui vont rentrer en ligne de compte. La manière dont on l'utilise, une chaussure non adaptée, donc une chaussure trop souple, trop basse sur des terrains trop compliqués, va avoir tendance à s'abîmer beaucoup plus vite, parce qu'il n'est pas prévu à cet usage-là. Par exemple, on va prendre une chaussure de ce type-là, n'ira jamais sur un GR20. Vous pourrez peut-être faire un GR20 avec, sans trop de soucis, quoique au niveau de la cheville, il n'y a pas assez de maintien. Par contre, c'est la chaussure en elle-même aussi qui va s'abîmer et vieillir de manière prématurée. Parce qu'elle n'est pas prévue pour ça. Typiquement, l'avant de la chaussure sera trop souple. Dans les terrains trop engagés, vous serez toujours en pointe de pied. Et aux endroits où il devrait y avoir un pare-pierre, comme sur les chaussures montantes, qui sera plus prononcé, à l'endroit où il y aura la flexion, la pliure, ces chaussures-là ne seront pas protégées, ils vont venir casser, et ce sera aussi au niveau de l'abrasion de la semelle. Donc déjà, ça c'est quelque chose d'important au niveau de l'entretien et de la longévité de la chaussure. Certains types de chaussures montantes seront ressemblables aussi. Quand vous arriverez à terme du cramponnage, du crantage que vous avez là, avant d'arriver sur les amortis qu'on a vus précédemment, vous pourrez aller voir un cordonnier, un bon cordonnier, qui vous remettra une semelle neuve. Du coup, vous passerez sur une chaussure une deuxième vie, tout simplement. Donc ça, c'était pour ça. Au niveau de la longévité, on peut aussi parler des semelles. Les semelles vont venir placer votre pied, caler votre pied. Je rentrerai un petit peu plus dans le détail encore un tout petit peu après. Ça va venir maintenir le pied, le remettre à plat. Ça va éviter que la chaussure ne puisse se tordre trop facilement sur l'arrière, vienne jouer et casse plus facilement ou alors se torde au niveau de l'arrière, du maintien du talon. Hop. Est-ce qu'on peut revenir 2 ou 3 slides en arrière? Parce que je crois que j'ai fait une erreur, j'ai oublié de parler de quelque chose d'important. Voilà, on a parlé de la stabilité de l'amorti et j'ai totalement omis de parler de la stabilité du talon et de la souplesse et du dynamisme du pied. Les chaussures montantes auront quand même un confort en pointe de pied, tout simplement, parce qu'on va chercher à, plutôt que de rigidifier, comme sur une chaussure d'alpinisme qui va être dure, rigide sur toute la longueur, les chaussures de grande randonnée, donc de moyenne et haute altitude, on cherchera quand même à avoir du déroulé de pied. Donc on aura la possibilité de pouvoir plier le pied de manière confortable. Par contre, pour maintenir votre pied,
on va venir chercher de la stabilité au niveau du talon. Donc ça va jouer sur la manière dont est construite la semelle à l'arrière. Souvent, c'est des adjonctions de plastique, des coques en plastique ou des surépaisseurs de cuir. Ça peut être aussi un système à l'intérieur de la chaussure. Par exemple, on voit sur certaines marques, on a un variofix, c'est un câble en acier, je ne sais pas si on verra assez bien, comme là, qui va venir vraiment faire tout le tour du pied, se prendre sur le laçage que vous avez au niveau du coup de pied, et en resserrant, ça va maintenir le pied, ça va faire un bloc, un rectangle qui va partir du médio-pied jusqu'au talon, qui va éviter la bascule vers l'arrière. Du coup, ça permettra d'avoir quelque chose de rigide sur l'arrière du pied, mais au contraire souple et confortable sur son avant. Voilà, tout simplement. On va arriver sur la dernière slide, les chaussettes et les semelles. Du coup, je vous parlais des semelles pour l'entretien de la chaussure, pour éviter d'abîmer de manière prématurée la chaussure. Maintenant, c'est aussi au niveau du confort du pied. Je vous disais que sur les chaussures plus rigides, on pouvait perdre en amorti. Sur certaines marques de semelles, vous allez avoir des pads en gel à l'arrière qui vont venir complètement gommer les vibrations, les chocs, la dureté du sol ou de la chaussure. Au niveau du médio-pied, vous allez avoir différentes hauteurs d'arche de pied. Par exemple, pour éviter les crampes, pour éviter d'avoir cet effet étalement du pied sur l'avant à cause de la charge du sac ou tout simplement anatomiquement. Donc, on pourra venir chercher énormément de confort, jouer sur des petits soucis sur la forme du pied en rajoutant une semelle. À ce propos, quand on fait le choix d'une chaussure, on n'aura pas besoin de changer de taille de chaussure, tout simplement car la quasi-totalité des chaussures de randonnée, qu'elles soient hautes, mid ou montantes, sont munies d'une semelle de propreté qui vient se retirer et vous substituerez une semelle pour l'autre, tout simplement. Et le dernier point qui est l'interface vraiment entre votre pied et votre chaussure, ce sera la chaussette. Une chaussette adaptée, c'est 70%, 80% de risque d'ampoule en moins. Pourquoi? Les matériaux utilisés, la laine mérinos, le synthétique, l'UOCell maintenant, qui est de la pulpe de bois, tous ces matériaux-là vont permettre un séchage rapide du pied, une bonne évacuation de la transpiration. Donc le pied, lui, sera sec. Cet échauffement au niveau du pied va disparaître plus rapidement et le risque d'ampoule aussi. Vous allez avoir plusieurs types de chaussettes pour l'été qui vont être très fines, pour l'hiver qui vont être beaucoup plus épaisses. Voilà. Et vous allez avoir des renforts, talons plus épais, le talon d'Achille pareil, la pointe de pied renforcée aussi pour les ongles. Tout le dessous du pied va être plus épais. Le dessus, quant à lui, va être plus fin et souvent maillé pour permettre cette évacuation de transpiration plus rapide. Voilà. Et je pense qu'on aura fait le tour autour du pied. Maintenant, je vais laisser place aux questions. Voilà. Alors, que fait-on lorsqu'on souffre d'ampoules au pied? Dois-je utiliser des semelles orthopédiques ou non avec mes chaussures? Si oui, une taille au-dessus. Voilà, là, typiquement, j'ai répondu à la question. En fonction, alors les semelles orthopédiques ont tendance à être beaucoup plus épaisses. On conseille généralement d'aller chez l'orthopédiste, de voir avec l'orthopédiste pour faire une semelle qui sera vraiment dédiée à la randonnée, avec des matériaux peut-être plus résistants que les semelles de ville, et ensuite de venir nous voir. Comme ça, on pourra essayer la chaussure avec la semelle, tout simplement. Voilà. Mais une semelle, oui, peut être une bonne idée. La rando est-elle bonne quand on prend son pied? J'aurais tendance à dire que oui, surtout avec les bonnes chaussures et le bon matériel. Quand on est en basket de trail, pensez-vous des Altra et au cas autre? Alors, la chaussure de trail, c'est un débat qui est assez animé au niveau du choix de la chaussure de rando. Vous allez avoir une école pour, une école contre. Personnellement, en tant que randonneur, je vais être plutôt contre cette école de la chaussure de trail. Elle peut s'inscrire dans une utilisation, mais après, il faut faire attention. La chaussure de trail, c'est une chaussure qui va être très très souple,
qui va vraiment pouvoir se déformer partout, même au niveau du talon. Vous n'allez pas avoir de maintien au niveau du talon. Donc, votre pied peut basculer plus facilement. C'est plus agréable, c'est plus léger, c'est plus dynamique. Maintenant, attention. Pareil, les amortis dont je parlais ne sont pas placés de la même manière. Cette stabilité de talon, vous n'allez pas l'avoir autant que sur une chaussure de rando basse. L'épaisseur des semelles, pareil, vous allez avoir moins de confort à la longue sur certaines randos et sur certaines chaussures de trail. Vous pourrez perdre quand même nettement en confort, même si c'est une chaussure plus légère. Voilà, attention à ça. Maintenant, ce n'est pas quelque chose qui est impossible à faire, juste faire attention. Si on a tendance à beaucoup transpirer du pied au quotidien, même pieds nus, pas de chaussettes pour absorber, faut-il privilégier quoi du coup? Alors, tout simplement les matières naturelles, laine mérinos, biocell, quelque chose qui va vraiment venir permettre au pied de se thermoréguler. On oublie le coton, surtout, même si c'est une matière naturelle, le coton va avoir tendance à absorber la transpiration. C'est un matériau qui est assez fantastique à ce niveau-là. C'est bien quand on fait de la course à pied, du tennis, ce genre de choses. On a le pied qui transpire dedans, le coton boit, mais après, on peut changer facilement de chaussettes. Contrairement à la randonnée, où on ne peut pas avoir un stock de chaussettes illimité, une fois que votre chaussette sera humide, trempée, elle n'aura pas la possibilité de sécher aussi facilement que ces petites chaussettes, ces petites merveilles en laine mérinos, qui, même au mois d'août en montagne, en plein soleil sur une pente, vous n'aurez jamais pas trop chaud aux pieds et surtout, ça permettra aux pieds de sécher le plus vite possible. Voilà. Quelle chaussure pour une rando en montagne avec dénivelé si on monte en rando et descend en mode trail? Alors, c'est une question un peu compliquée. Maintenant, on peut partir sur une chaussure de rando. Après, tout dépend aussi de l'engagement de la randonnée. Si c'est une petite rando avec un sac très léger, voire même un sac de trail, une chaussure basse peut complètement remplir son office. Si c'est une rando qui est trop engagée, on va venir avec des chaussures de ce type-là qui vont avoir des parpières, ces bandes rugueuses qui sont assez développées, qui vont venir protéger le pied et la chaussure, quelque chose de stable, mais une chaussure qui va être très souple et plutôt dynamique. Maintenant, attention, si la randonnée est plus engagée ou si le sac est plus lourd, on va quand même privilégier la sécurité du pied et partir sur une chaussure montante. Voilà. Alors, pas nettoyer avec simplement de l'eau. Alors, si on peut, alors c'est même conseillé, j'ai omis aussi d'en parler, pour l'entretien d'une chaussure, il y a deux choses très importantes à respecter. On ne va pas faire sécher sa chaussure devant une source de chaleur, un feu de bois, un feu de camp, un radiateur, en plein soleil ou sous une voiture, par exemple. Attention à ça. Les cols utilisés dans les chaussures vont sécher, durcir et casser, et c'est irrémédiable. C'est quelque chose qui ne pourra pas se réparer, se recoller, même chez un bon cordonnier. Et la deuxième chose, c'est on nettoie sa chaussure après chaque randonnée avant de la ranger. Une chaussure terreuse, boueuse, en séchant, la terre va devenir acide et manger toute la partie caoutchoutée de la chaussure. Et pareil, ça c'est quelque chose qui est irrémédiable. On peut faire changer les parpières, etc. C'est quand même un petit peu dommage. Une brosse tout simplement avec de l'eau. Mais après, une fois par an, c'est bien de passer un petit coup d'imperméabilisant pour le cuir ou le Gore-Tex. Voilà. Quel type de chaussures faut-il prendre pour faire un GR20? Pour un GR20, une chaussure montante avec une protection sur l'avant du pied. Et après, on choisit. Soit on va partir sur une chaussure un peu plus souple sur l'avant du pied, si on est habitué et qu'on est un bon randonneur et que le poids du sac n'est pas trop lourd, ou qu'on va la réutiliser après pour des randonnées plus simples. Et si on tend à aller sur des randonnées plus engagées, on va prendre une chaussure avec un pare-pierre plus important, avec une stabilité plus importante aussi au niveau du talon et un petit peu plus rigide sur l'avant du pied. Quand on est un randonneur novice, on aura tendance à privilégier une chaussure qui va être plus protective, peut-être plus rigide, peut-être plus désagréable de prime abord, mais qui va maintenir plus votre pied. Voilà.
Alors, pour les différences de prix entre les marques, il y a plusieurs réponses possibles. Soit on va parler des accords commerciaux, de tout ce qui est politico-commercial, et ça, on ne peut pas forcément le savoir. Ça, c'est les marques entre elles la marque elle-même qui va choisir et qui va placer ses prix. Mais ça, c'est un sujet qu'on n'abordera pas parce que c'est trop compliqué et nous, on est là pour la rando. Mais surtout, ça va être le choix des matériaux et des technologies. Une semelle Vibram de haut de gamme comparée à une semelle Vibram plus bas de gamme, vous allez avoir une chaussure avec une plus grande longévité, mais forcément, le prix va augmenter. Si vous êtes sur un tout cuir ou plus de synthétique, pareil, le prix va s'en ressentir. Pareil, les membranes Gore-Tex, vous en avez différents types. Certaines sont plus performantes que d'autres. Le prix aussi va monter ou descendre. Voilà, tout simplement. Donc, ce sera la technologie utilisée par les marques. Oui, tout à fait. Vous prenez votre pointure classique, votre pointure mesurée pied nu. Mettons, vous faites un 40, votre chaussure de rando sera minimum un 41. Vous devez avoir de la place au bout de la chaussure, tout simplement, parce que votre pied va gonfler. Une chaussure de rando, il y a plusieurs points qui vont faire le maintien. Le haut de la chaussure avec le collier qui est ici, au niveau de la cheville, la pince au niveau du talon et le coup de pied sur le haut. Toute la partie avant, la boîte métatarsienne et le bas du coup de pied sont les parties où il faut avoir le moins de contact possible. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où le pied va le plus gonfler. Et sur la première journée de rando, ça peut aller si votre chaussure est un petit peu juste. Par contre, si vous partez sur une deuxième journée de rando ou avec du sac, avec un peu de poids, dans les descentes, les orteils vont venir buter au bout. Et là, on peut se retrouver avec des hématomes sous les ongles, voire même des décollements. Et si la chaussure est vraiment trop petite, là, votre pied est complètement comprimé, écrasé, et là, c'est frottement assuré, donc les ampoules. Voilà. Que pensez-vous des chaussures de randonnée ouvertes? Alors, je pense qu'on parle des sandales de randonnée, si je ne me trompe pas. Ça dépend. Ça dépend. S'il y a plusieurs utilisations, bien entendu, dans une randonnée montagne engagée, avec un sac lourd, avec un terrain qui est technique, avec beaucoup de pierres, une chaussure de randonnée ouverte, là, c'est courir à la catastrophe littéralement, parce que les cailloux vont rentrer sous le pied, ça peut même devenir dangereux. Et surtout, les sandales de randonnée ouvertes, c'est des chaussures basses. Donc, dans des randonnées engagées, on n'en parle même pas. Maintenant, dans le cadre d'une randonnée type chemin de Stevenson, Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est des bonnes chaussures qui peuvent être des chaussures d'appoint, plus légères pour les journées plus chaudes, où on a besoin de laisser le pied respirer. Donc là, oui, c'est une bonne idée. Et surtout, il y a sur certaines marques des chaussures qui vont être même coquées à l'avant. Donc même dans les terrains un peu plus techniques, ça peut être un très bon choix. Si on a le pied qui transpire, par exemple sur la question précédente, une des premières, ça peut être aussi un très très bon choix. Voilà. Maintenant, attention, une randonnée trop engagée, on va éviter les chaussures ouvertes qui pourront devenir dangereuses à ce niveau-là. N'est-il pas préférable de choisir des chaussettes en coton quand on transpire, justement, le côté éponge permettant d'éviter de se retrouver dans l'inconfort? Non, justement, parce que comme je l'ai expliqué, la chaussette, elle ne va pas avoir la possibilité de sécher. Vous n'allez pas avoir un stock de chaussettes sans fin. Une chaussette, en fonction de la randonnée que vous allez faire, vous allez avoir que 3 chaussettes peut-être dans votre sac pour pas trop vous alourdir, et il faudra pouvoir alterner. Le coton va prendre des odeurs, va avoir beaucoup de mal à sécher, surtout si vous êtes dans des environnements froids et parfois humides. En une nuit, ça n'aura potentiellement pas le temps de sécher. On va vraiment... Le coton, c'est vraiment le point noir, la bête noire du randonneur. Ces matières-là, lin, coton, sèchent très très mal et surtout prennent des odeurs. L'avantage de la laine ou de lyocell, par exemple, c'est aussi cette propriété antibactérienne qui va limiter les odeurs. Une chaussette en laine, comme celle que je vous ai montrée, vous pouvez les porter 2, 3, voire 4 jours en fonction de la sudation du pied, sans que la chaussette prenne une odeur, se rigidifie à cause de la crasse et soit inconfortable au pied, justement.
Donc, question suivante. Y a-t-il des chaussures avec des largeurs plus importantes? Oui, tout à fait. Je vais citer 2 marques de mémoire, mais il y en a plein d'autres qui font ça. Donc, renseignez-vous. Globalement, vous allez avoir Lova. Alors, je ne l'ai pas là, malheureusement, mais Lova va avoir des largeurs normales et wide pour des largeurs de pied plus importantes. Et vous allez avoir Salomon aussi sur des chaussures basses ou mid qui, pareil, vont avoir une gamme wide. Il y a d'autres marques qui font ça. Typiquement, Mendel va avoir un modèle, la Borneo, et ils vont avoir la Badia, il me semble, qui est la même, mais qui va être largement plus empoulée à l'avant. Et pareil, dans les marques italiennes comme Scarpa, Asolo et d'autres que j'oublie, vont être plus fines, c'est un pied italien. Et les marques germaniques comme Mendel ou Lova vont être en moyenne un petit peu plus larges. Maintenant, attention, il y a toujours des exceptions. Vous avez des chaussures chez Scarpa qui sont un peu plus larges et des chaussures chez Mendel qui sont plus fines, plus précises. Voilà. Pour la journée avec un sac 20-30 litres, demi-hauteur de terrain. Alors, j'imagine qu'on parle de la tige. C'est pour un sac à dos de 20-30 litres, effectivement, c'est pas forcément très lourd. Si c'est un terrain campagne, pas trop abrupt, on peut partir sur une tige basse sans problème. Maintenant, si on va en forêt, qu'on peut se retrouver face à des endroits où il risque d'y avoir des ornières, du terrain un petit peu compliqué, en forêt, quand on sort des sentiers battus, on peut rapidement se retrouver dans des endroits qui peuvent être un peu techniques. On pourra privilégier une chaussure mid qui sera très légère. Typiquement, cette chaussure-là, qui est une mid, fait le même poids en moyenne qu'une chaussure basse chez un concurrent et va être très souple. Maintenant, ce sera au niveau du confort de la cheville, mais on peut tout à fait partir sur les deux, sur une mid ou même une haute qui sera légère. Donc, on peut partir sur une basse sans problème. Peu d'arthrose au niveau des gros orteils. Les podologues recommandent des semelles plutôt rigides et des pieds de semelles arrondis. Avez-vous des remarques des marques qui répondent bien à ces problématiques? Alors, oui, effectivement, quand on a de l'arthrose au pied, on va éviter cette espèce de flexion au niveau du pied pour soulager un peu les articulations. Maintenant, des chaussures plus arrondies en marque, je vais citer toutes les marques germaniques, en fait. Mendel, Lova principalement. Vous allez avoir une marque espagnole qui est moins connue, Bestard par exemple, qui va être très large aussi au niveau du pied. Kelland aussi est une marque qui va être assez généreuse sur l'avant. Voilà. Donc, question suivante. Les chaussures plus chères sont-elles forcément mieux? Alors, ça répond un petit peu à la question que j'ai eue précédemment. Le prix de la chaussure va être fait en fonction du matériau utilisé, des matériaux utilisés, que ce soit au niveau de la semelle, au niveau des technologies pour le maintien du pied, pour avoir quelque chose de léger. Donc oui, en moyenne, une chaussure plus chère va être plus haut de gamme tant qu'on reste dans le même segment. Je parle de segment parce qu'une chaussure basse sera peut-être moins chère qu'une chaussure d'alpinisme. Mais on s'entend bien qu'entre ces deux chaussures-là, on ne fait pas du tout la même chose. Voilà, donc une chaussure plus chère, oui, peut être de meilleure qualité, mais il faut faire attention, une chaussure plus chère ne veut pas dire une chaussure adaptée. Voilà, question suivante. Alors, est-ce qu'il y a un entretien particulier à faire après un passage dans la neige, typiquement dans les randos de printemps? Alors, oui. On pense bien nettoyer sa chaussure. Le mieux, c'est si on sait qu'on va arriver sur des terrains où il y a de la neige, on va penser à mettre un petit produit d'entretien, tout simplement. Et le mieux aussi, c'est de bien nettoyer sa chaussure le plus souvent possible si on l'utilise en station. Typiquement, ils mettent du sel, des produits, des verglaçages, de désenneigement qui peuvent venir vraiment compromettre le collage de la semelle, le pare-pierre, vraiment abîmer toutes les parties de cuir, blanchir votre cuir.
Donc, vous pensez bien à nettoyer votre chaussure juste à l'eau claire, tout simplement. Et avant de partir en rando ou après, de mettre un petit coup de graisse, d'imperméabilisant, de produits d'entretien. Le froid, la neige, l'humidité qui va être en permanence sur la chaussure peut venir, pareil, léser un peu le cuir. Un bon nettoyage et un bon entretien après. Quelle chaussure pour un tour du monde? Quelle tige? Alors, moi, je vais préconiser plutôt une tige mid. Après, ça dépendra toujours du tour du monde. Vous allez avoir des gens qui vont plutôt faire du tourisme. Et là, on va partir sur une chaussure de ce type-là, typiquement, une chaussure de rando, toujours avec un petit peu de protection sur l'avant du pied. Une semelle qui va être très agréable, très amortissante. Quelque chose de très confortable au pied, mais on s'entend bien, on ne va pas faire de rando avec ce genre de choses. C'est vraiment de la chaussure de tourisme, de rando campagne pour la vie de tous les jours. Vous allez avoir des gens qui, par contre, eux, vont faire un tour du monde pour passer sur des grandes randos, des sommets, ce genre de choses. Et là, on va soit avoir plusieurs chaussures, une chaussure pour les randonnées un peu engagées, et par exemple une chaussure très très légère de ce type-là. Vient aussi la question de l'usure. C'est des chaussures que vous allez porter très souvent, longtemps, plusieurs heures par jour. Plus vous allez porter une chaussure longtemps en permanence sans la laisser se reposer, plus elle va s'user de manière exponentielle. Donc du coup, il faudra aussi voir l'usure des crampons. Ça peut venir s'abîmer nettement plus vite. Voilà. Je vais laisser la parole à mon ami. Merci Dorian, merci pour toutes ces informations. C'était très complet. Je pense que ça a été très apprécié. Il y a beaucoup de questions. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, évidemment. Il y a des questions qui continuent d'arriver. On espère avoir été bien complet. Dorian, peut-être, est-ce que tu aurais un mot par rapport à Le Pape, où on peut vous retrouver, trouver votre expertise, vos produits, tout ce que tu nous as montré? Alors, pour le magasin physique, nous sommes au 39 rue d'Artois, Paris 8e. Vous pouvez venir, on est ouvert tous les jours, excepté le dimanche, hein, bien entendu. Là, c'est le jour de la randonnée, le dimanche, pour nous. Tous nos conseillers vendeurs sont formés sur la randonnée. Et où vous me retrouverez moi et je pourrai aussi vous conseiller. On aura tout ce qui est chaussures, on aura aussi tout ce qui est matériel de rando, camping. Donc, vous êtes les bienvenus chez nous. Et pour les autres de la France entière? Et pour les autres de la France entière, bah, écoutez, sur le site internet, vous aurez aussi un large choix de chaussures de rando, celles qu'on a vues là aujourd'hui et beaucoup d'autres. Voilà. Merci. Je tiens à dire également que sur notre site internet donc de la fédération mongère.fr, vous pouvez retrouver aussi des conseils chaussures, un article notamment qu'on a rédigé avec l'aide de notre partenaire, donc Le Pape, sur le choix de la chaussure. Donc, merci à toutes et tous d'avoir participé à ce deuxième webinaire randonnée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager l'événement à tous vos amis, à vos collègues, voilà, toutes les personnes qui seraient intéressées par la randonnée. On a parlé de chaussures, on a parlé de voyages, de tour du monde, de randonnée quotidienne en club. On continuera de parler de tous ces sujets-là, donc tous les mardis et les jeudis à 19h sur l'événement de la FF Randonnée et donc de la Fédération française des clubs alpins et de montagne. Donc voilà, rejoignez-nous. Le prochain webinaire, ce sera sur les vêtements. Donc voilà, on abordera notamment le système 3 couches et puis les vêtements de randonnée. Qu'est-ce qu'il faut mettre quand on part en randonnée? Après la chaussure, on passe aux vêtements et on finira par le sac à dos également jeudi prochain. Et puis voilà, tous les mardis et tous les jeudis du mois de juin. Donc merci à tous et puis on se retrouve prochainement pour ces webinaires et sur les chemins de randonnée. Merci.